Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Enquête d'esprit. C'est un fait, les écrans ont envahi notre vie, mais est-ce un bien ou est-ce un mal? D'un côté, ces nouvelles technologies nous permettent de communiquer davantage, d'échanger, de se voir à distance, voire de libérer du temps. Et puis de l'autre, on ne compte plus les troubles de l'attention, les phénomènes d'isolement, de harcèlement, voire de pornographie attribués à ces mêmes écrans. Écrans dont les ados et les enfants font une consommation estimée à 4 heures par jour, un phénomène aggravé par le confinement. Alors, les écrans et le numérique sont-ils un danger pour l'âme ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le père Jean-Baptiste Bienvenu, il est prêtre du diocèse de Versailles. Et puis Stéphane Blocaux, enseignant et chercheur. Enfin Florian Laguens, philosophe et enseignant. Et puis Véronique Jacquier, toujours avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. On passe tout de suite à l'actu religieuse de la semaine avec Sybille Delettre. Bonjour Sybille, c'est évidemment l'actu religieuse de la semaine, le voyage du pape en Irak. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Effectivement, le souverain pontife a atterri à Bagdad pour une visite de 3 jours, un voyage exceptionnel. C'est la première fois qu'un pape se rend en Irak, un moment fort pour tous les chrétiens, mais aussi pour tout le peuple irakien. C'est sans doute l'image la plus importante de sa visite. La rencontre du pape François avec les chrétiens d'Irak persécutés par le groupe État islamique. Une prière à Mossoul, ville martyre, qui porte encore les stigmates de la guerre. Pour la première fois, un souverain pontife foule le sol de ce pays déchiré par des années de guerre et de tensions entre musulmans et chrétiens d'Orient. Il rend hommage à ces derniers. Nos frères et sœurs sont morts lors de l'attentat terroriste dans cette cathédrale il y a 10 ans. Leur mort nous rappelle avec force que l'incitation à la guerre, les attitudes de haine, la violence et l'effusion de sang sont incompatibles avec les enseignements religieux. Hier, c'est dans la plaine désertique d'Ur que les représentants des différentes religions se sont donné rendez-vous. Ici serait né Abraham, dont les 3 religions monothéistes se réclament, mais avec des interprétations théologiques très différentes. Un lieu synonyme d'espoir et un message pour la tolérance. Prions pour que la liberté de conscience et la liberté religieuse soient respectées et reconnues partout. Ce sont des droits fondamentaux. Selon son entourage, le pape François est venu en serviteur, promouvoir la paix plutôt que la haine. Symbole de cette fraternité qu'il défend, sa rencontre avec l'ayatollah al-Sistani, plus haute autorité chiite du pays. Une image pour l'histoire et une messe en rite oriental. Exceptionnelle, car d'habitude c'est en latin. Un voyage particulièrement compliqué à organiser. D'ailleurs, il était incertain jusqu'au dernier moment, car l'Irak est un terrain difficile, un pays secoué par la guerre et l'instabilité, mais aussi par la crise du coronavirus. Ces quelques pas en sortant de l'avion sont un événement pour l'Irak. Cette visite officielle du pape est le fruit de plusieurs semaines de préparation. Nous avons fait de gros travaux, refait les routes qui avaient été détruites par la guerre, pavé les trottoirs ou encore embelli les rues où le convoi du pape passera. Un casse-tête logistique renforcé par l'épidémie de Covid. 4000 cas de contamination sont enregistrés chaque jour. Aucun bain de foule n'est au programme pour éviter les rassemblements et la formation de clusters. Autre point, l'insécurité. Au cours de son voyage, le pape parcourt 1400 km à travers le pays, principalement en hélicoptère. Il survole donc des territoires où le groupe État islamique est encore actif. 48 heures à peine avant la visite, des roquettes ont d'ailleurs été tirées contre des intérêts américains. Mais ce voyage est un signe d'encouragement pour tout un peuple dans ce pays, à grande majorité chiite. Le pape va encourager les chrétiens à rester forts, mais aussi à reconstruire la confiance avec leurs voisins. Le gouvernement aussi se doit de se mobiliser pour devenir une vraie démocratie basée sur la citoyenneté. Il faut séparer la religion de l'État. Ces chrétiens ne représentent plus qu'1% de la population, soit 400 000 personnes environ. Ce voyage exceptionnel, nous y reviendrons en détail la semaine prochaine.
Retour en France, c'est désormais tout le département du Pas-de-Calais qui est confiné le week-end. À Dunkerque, c'est déjà le cas depuis la semaine dernière, mais cette mesure n'a pas eu d'impact sur les cultes. Une case spécifique est prévue dans l'attestation de sortie et finalement, les offices ont pu avoir lieu. Alors, ce week-end s'est plutôt bien passé. On avait pas mal de personnes à la messe, un peu moins qu'habituellement parce que les gens ne savaient pas très bien s'il fallait ces 5 km et l'heure ou s'il fallait une attestation particulière. Donc, le temps aussi de télécharger les attestations. Mais ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de problème particulier ici à Dunkerque. Mais on sent quand même que les gens ont envie de venir à la messe parce qu'on est dans ce temps de carême, qui est ce temps de préparation vers Pâques. Pour les chrétiens, c'est une période importante. Direction maintenant la Birmanie. Plus d'un mois après le coup d'État militaire, le peuple est toujours dans la rue. Des manifestations fortement réprimées par l'armée qui n'hésite pas à tirer à balles réelles sur la foule. On compte déjà des dizaines de morts. Vous avez également probablement aperçu cette photo d'une religieuse en habit qui s'interpose entre la police et les manifestants pour éviter un bain de sang, car depuis le début de la contestation, l'Église est très impliquée dans la lutte pour la démocratie. Les positions se radicalisent, la tension monte, les militaires tirent sur la foule et l'Église est avec le peuple très clairement dans cette situation. Ils sont non seulement dans la rue, mais ils aident aussi les familles qui sont dans le besoin suite à ce mouvement de grève généralisée, ce mouvement de désobéissance civile. Certaines communautés n'hésitent pas à donner des vivres pour les familles qui n'ont plus de rentrée d'argent à cause de cette désobéissance civile. Il y a également une mobilisation des catholiques, de l'Église, pour créer un mouvement de prière pour la Birmanie qui est très, très important. À Jérusalem, le mur des Lamentations, le lieu le plus saint du judaïsme, a eu le droit à un petit lifting. En effet, les pierres qui le composent datent de plus de 2000 ans. Il faut donc régulièrement réparer les fissures qui se forment dans la roche. Et pour cela, une technique de pointe est utilisée. Nous injectons une substance dont la composition est, on peut dire, identique à celle de la pierre d'origine. Lorsqu'on l'injecte dans les fissures de la pierre, on obtient une suture qui est presque parfaite. Ce produit permet de nous assurer que le mur tiendra bon encore pour des décennies, voire des siècles. Il sera toujours là pour les prochaines générations. Et on termine avec ces images de Thaïlande. Les hindous ont célébré Makabucha qui commémore le premier serment du Bouddha. C'est en général l'occasion d'un immense pèlerinage qui rassemble des millions de personnes. Mais cette année, seuls les moines étaient au temple. Les fidèles étaient eux présents, mais sur des écrans géants. Cette année, à cause de la crise sanitaire, nous avons fait une cérémonie en ligne. Normalement, il y a ici des centaines de milliers de fidèles le soir. Et là, ils se sont tous connectés ensemble pour être un peu avec nous. Je pense qu'au total, on a été plus de 2 millions avec des personnes du monde entier. Voilà ce qu'il fallait retenir cette semaine, Émeric. Merci Sybille, on vous retrouve la semaine prochaine. De retour sur le plateau pour parler des écrans et du numérique avec le père Jean-Baptiste Bienvenu. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, coordinateur du Padre Blog. On parlera de cette initiative de prêtre et puis auteur également de Il nous bouffe, un guide très pratique et spirituel pour nous libérer des écrans. C'est publié chez Artege et puis je précise aussi que vous faites partie de la communauté de l'Emmanuel. Avec nous également Stéphane Bloco, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur, docteur en sciences de l'information et de la communication, auteur également d'un livre, Le biberon numérique, chez Artege également, on en parlera. Et puis Florian Laguens, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, enseignant à l'IPC et au Collège des Bernardins, spécialiste de la philosophie des sciences et des questions éthiques. Alors, Père Bienvenu, je commence par vous, puisque historiquement, l'Église est toujours engagée du côté de la technologie et du développement des sciences. Vous, votre livre engage à se libérer des écrans, mais ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler en franglais du screen bashing, c'est-à-dire de la dépréciation pure et simple de ces écrans, en bon français. Expliquez-nous. Oui, c'est pas du tout de la dépréciation. Le titre Il nous bouffe, ça parle de notre ressenti, c'est-à-dire ça prend trop de place. Et donc ma démarche, c'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on leur donne la juste place
pour qu'ils soient à leur place et que nous soyons heureux avec eux. C'est la question d'un art de vivre, en fait, que je recherche dans ce livre. Alors, on va voir évidemment au cours de cette émission comment pratiquer cet art de vivre. Stéphane Bloco, vous avez écrit le biberon numérique, on va en parler en détail, mais auparavant, est-ce que le problème se situe du côté de la technologie elle-même ou bien du contenu et de notre usage, évidemment, de ces technologies ? La vraie question, en premier lieu, à mon avis, c'est pas forcément celle des contenus, comme on l'a souvent avancé, ça serait plutôt la précocité d'accès à ces contenus. On a un vrai problème aujourd'hui de surexposition juvénile à tous ces contenus écraniques, et évidemment, il va falloir prendre des mesures pour stopper un peu la mécanique dans laquelle on est entré, c'est-à-dire des chiffres qui parfois sont vertigineux quand on pense notamment à quelque chose de l'ordre de 2 heures quotidien pour des enfants de moins de 3 ans. Tout est dit et il va falloir certainement repenser la question de cette précocité d'accès à ces outils. On va en reparler bien sûr. Florian Laguens, est-ce que la technologie est neutre en elle-même ? Non, en soi, jamais tout à fait. On le voit dans les questions éthiques, vous l'avez signalé tout à l'heure, mais on le voit dans les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, liées à l'information et à la communication. Dans la mesure où un outil existe, il tente toujours à être utilisé. Et si on n'y prend pas garde, comme le disait le père à l'instant, c'est lui qui petit à petit nous dévore. Alors ça nous incite à toujours nous rappeler que c'est nous qui devons être responsables de la technique. Historiquement, pourquoi est-ce que l'Église s'est engagée et a encouragé finalement la science, les différentes technologies de l'information, on pense à l'imprimerie, mais toutes celles qui ont suivi aussi. Qu'est-ce que l'Église encourage et soutient à travers cela ? Précisément, peut-être l'origine de tout cela, c'est la Pentecôte, l'invitation du Seigneur à travers l'Esprit Saint à diffuser le message de l'Évangile. Alors l'Église a saisi toutes les opportunités, vous avez évoqué l'imprimerie, et dès le 15e, 16e siècle, l'Église a utilisé les moyens de l'imprimerie pour diffuser le culte, diffuser des prières, diffuser des écrits spirituels, et puis dans une perspective liturgique qui a eu un rôle très important à cette époque pour permettre d'uniformiser le culte dans une certaine mesure et pour que les chrétiens prient à l'unisson à travers le monde. L'enjeu, c'est diffuser le message de l'Évangile. Véronique Jacquier. On vient d'en voir un formidable exemple là dans le journal avec le pèlerinage virtuel géant en Thaïlande. C'est quand même extraordinaire finalement. C'est la meilleure utilisation peut-être des écrans quand on ne peut pas se rencontrer. Maintenant, cette mode qui commence des pèlerinages virtuels. Père Bienvenu, on ne peut pas donc dire que l'Église est contre la science ou contre la technologie ou même contre le numérique actuellement. Évidemment que non, évidemment que non. Hier, on a fait aussi un pèlerinage virtuel à la paroisse. On se rassemble une fois par semaine et on voit bien que les gens étant chez eux, il y a quelque chose de plus simple, ça prend moins de temps, on a plus de monde qui vient. Cela dit, ça ne remplace pas le véritable pèlerinage. Et ça ne remplace pas le vrai pèlerinage, ça ne remplace pas la vraie rencontre, ça ne remplace pas l'implication du corps, parce que c'est aussi ça la dimension du pèlerinage. Mais effectivement, dans une certaine mesure, utiliser les écrans, si on le fait bien, c'est merveilleux. Alors, Véronique, il y a un exemple historique de l'utilisation qu'a faite l'Église de cette technologie. C'est avec la radio, notamment, et le pape Pie XI qui a été un véritable précurseur en la matière. Oui, alors là, on n'en était pas encore aux écrans, mais le pape Pie XI a bien saisi lui aussi l'opportunité de diffuser la bonne parole, puisque l'évangile, ça veut dire étymologiquement la bonne nouvelle. Donc, il s'est précipité sur cette nouvelle création de la radio grâce à l'ingénieur Marconi, l'italien, qui avait mis au point les premières radios, et il lui a demandé, il y a exactement 90 ans, de lancer finalement Radio Vatican. C'était en 1931. Et pour l'anecdote, le pape Pie XI était comme un enfant face à cette nouvelle technologie. Mais enfin, il a quand même respecté le dogme, puisque son premier discours à ce micro-là de Radio Vatican, ça a été en latin. Il faut quand même le faire. Donc après, évidemment, Radio Vatican, c'est 41 langues. Et récemment, le pape François a dit... Oui, il y a les écrans, mais n'oublions pas le bien fondé de la radio qui peut quand même toucher des gens, apporter la parole de Dieu, notamment dans les camps de réfugiés. On n'a pas forcément encore les écrans, notamment les églises locales arméniennes. On n'a pas partout des écrans. On pourrait aussi citer le pape Pie XII, donc successeur de Pie XI, à propos de la télévision. Donc là, on se rapproche des écrans, qui disait donc le pape Pie XII, à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde verra les grandioses triomphes de l'Eucharistie et de Marie. Voilà, donc effectivement, l'évangélisation et les médias. Florian Laguens. Et vous parlez de Pie XI, de Pie XII, et Pie XII, dans l'encyclique qu'il consacre précisément à ces questions,
qualifie les technologies de la communication de don de Dieu, rien de moins. Ça dit véritablement la mission que nous avons à exercer à travers ces moyens. Stéphane Bloco, ces réflexions de l'Église justement sur la technologie, sur la science, à travers vos recherches, ça vous stimule ? La question de l'incarnation, elle est dominante. J'ai entendu ce terme et il est très intéressant puisque les séminaires que nous animons tournent autour de la virtualisation et donc de la place, de la présence du corps humain à l'intérieur de ces dispositifs numériques immersifs. J'ai la grande chance de travailler avec les ingénieurs des arts et métiers à l'ENSAM également, dans un laboratoire qui s'appelle le LAMPA. Et là-bas, on teste tous ces systèmes tridimensionnels immersifs et on se pose vraiment la question du degré de présence jusqu'où on va pouvoir en fait être désincarné, quitter notre propre corps, notre enveloppe charnelle justement, pour être projeté dans des simulateurs qui sont aujourd'hui très proches du rendu réel, à tel point que nos sens sont de plus en plus trompés par tous ces dispositifs. Et on pourrait à la fin penser à des formes de confusion entre le réel et le virtuel, de désincarnation justement, de quitter un peu cette enveloppe et puis d'aller derrière se perdre, peut-être aussi parfois dans ces outils qui sont surprenants aujourd'hui. On peut aujourd'hui toucher quasiment tous les sens de l'être humain, les plus accessibles étant bien entendu la vision et puis l'ouïe. Ça a été les deux premières cibles des dispositifs virtuels interactifs immersifs. On voit aujourd'hui que le toucher, notamment, se toucher à distance, c'est quelque chose qui devient accessible. Tous les travaux sur tout ce qui est haptique, avec des gants, avec des matières qui permettent de se rencontrer à distance, c'est aujourd'hui étonnant et ce n'est pas le futur lointain, on est dans une proximité. Florian Laguens. Et vous avez parlé de toucher à distance, mais si je puis me permettre, ce que vous manifestez aussi en parlant de gants, c'est que le toucher, ça suppose toujours un contact. Et que même si on a l'impression d'atteindre quelque chose qui est à distance, en fait, on doit quand même être en contact avec une certaine matière. Et ça, on ne pourra rien y changer. Et c'est peut-être à ça qu'il faut aussi s'habituer. Père, bienvenue. Et vous avez parlé, Stéphane, de tromperie, qu'il y a quelque chose de flou dans cette histoire-là. Ce que je remarque, c'est que tous ces systèmes-là, et c'était assez fascinant de vous entendre raconter tout ce futur qui arrive devant nous, tous ces systèmes-là, d'une certaine manière, nous touchent toujours par quelque chose qui est assez stimulant, qui est assez facile, qui est assez gratifiant, alors que le réel d'être là, en dehors de tout système de virtualisation, est assez rugueux. Et moi, mon inquiétude, au sens anthropologique, c'est de se dire dans quelle mesure on va continuer à accepter la rugosité du réel, la rugosité du contact, la rugosité des rapports, dans un monde où tout nous touche, dans un cerveau reptilien primitif, assez infantile, assez simple. Et c'est ça la question pour moi. Florian Laguens, puis Stéphane Bloco. Le danger, pour poursuivre ce que vous dites, mon père, c'est le déni. C'est-à-dire faire abstraction de la réalité quand elle devient dérangeante, ou une forme de marchandage, c'est-à-dire m'inventer une réalité alternative ou un autre monde ou un autre réseau social ou amical quand celui qui m'est donné en fait, me perturbe ou me déstabilise. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Alors ça veut dire que c'est un refuge, le virtuel, ça devient un refuge, notamment pour les jeunes, c'est ça. Et c'est là que c'est dangereux, non? Parce qu'on ne leur dit pas suffisamment qu'il y a une alternative qui est vraiment le réel. C'est difficile, justement, d'éduquer en ce moment. On en parlera, mais... Ça a déjà été traité, notamment par Spielberg, avec son blockbuster Ready Player One, qui nous simulait une oasis dans laquelle les jeunes pourraient se réfugier. C'est une vraie question, et souvent, quand je pratique beaucoup de séances pédagogiques dans les établissements scolaires, je dis souvent aux jeunes, quand vous pourrez enlever votre casque virtuel, soit autour de vous il y aura la montagne, j'arrive d'Annecy et c'est merveilleux ce paysage, soit il y aura un sombre immeuble avec une cage d'escalier qui fait peur et une réalité qui n'est pas très accueillante. Et aujourd'hui, on le voit bien, on est avec nos masques un peu au pays des zombies masqués, se réfugier dans ce casque virtuel, quand vous êtes dans un appartement de 40 mètres carrés confiné à 8, c'est peut-être une solution. Donc c'est terrifiant de voir qu'on pourrait arriver à un monde où on va aller s'échapper au lieu de se divertir. C'est là la question. Père, bienvenue. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'aumônerie dans laquelle on accueille les jeunes dans la paroisse, en référence à Spielberg, l'oasis, justement, pour qu'ils viennent faire l'expérience que construire des relations, certes, ça a un coût, mais qu'en réalité, apprendre à jouer ensemble, prier ensemble, entendre des enseignements, se rencontrer régulièrement, c'est ça la vraie oasis. Même quand on est dans une situation difficile, même quand on est dans une ville qui n'est pas forcément idéale. Florian Laguens. L'alternative, à mon avis, fondamentale, elle se résume à deux mots. Est-ce que le numérique nous ouvre ou est-ce qu'il nous ferme ?
Et je pense qu'on se ramène en somme toujours à cette difficulté. Est-ce que c'est un moyen d'ouverture, de rencontre, comme insiste aussi le pape François sur ces questions, ou est-ce que c'est un moyen de se recroqueviller, de se renfermer? Et c'est là où on a une vraie vigilance à tenir pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Il y a aussi une question préalable que j'ai envie de vous poser à tous, c'est que finalement, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre cette nouvelle technologie, enfin ces nouvelles technologies, parce que le numérique c'est un continent et il y en a énormément finalement, et celle d'avant, on a parlé de la télévision, de la radio, ou même de l'imprimerie plus encore anciennement. Est-ce qu'il y a un gap, ou pardonnez-moi, un fossé entre ces technologies et le numérique aujourd'hui ? À mon avis, c'est l'interactivité et c'est la connectivité qui va poser problème. Les jeunes, en fait, ne sont pas accros aux écrans, comme on l'a beaucoup dit. C'est une erreur, à mon avis, de penser qu'ils sont accros aux écrans. D'ailleurs, les temps de télévision sont en chute libre. Ce n'est pas l'écran qui les intéresse, c'est la mise en relation avec les autres par des écrans connectés. Donc, la vraie problématique, c'est la connectivité. Je parle souvent de nétaolisme, d'addiction à la connectivité, qui sera, à mon avis, un des grands fléaux du XXIe siècle. On est accro à la connectivité et aux autres. C'est-à-dire à la capacité d'être mis en contact quasi immédiatement. Absolument. C'est l'instantanéité. D'ailleurs, on voit bien la chute libre de Facebook dans les populations de collégiens que je constate en permanence. Ce n'est pas assez synchrone. Il leur faut de la communication synchrone. Facebook, c'est déjà un temps de latence entre ce que je vais montrer et la manière dont je vais avoir le retour sur ce que je vais montrer. Père Bienvenu. C'est là où je rajouterais à ce que vous venez de dire le fait que ça touche la relation, la définition de la relation. Ça touche le rapport au temps, ça touche le rapport à l'espace. Donc en réalité, ces technologies, quand moi je dis écran, effectivement, on pense à tout ce qui est derrière les applications, les réseaux sociaux, tout ce dont vous parlez. Quand je parle de ça, en fait, je vois cette déconstruction des choses essentielles qui font ce que c'est être un être humain. Donc c'est là où, effectivement, ce n'est pas une technologie de plus, elle a quelque chose de particulier, puisqu'elle touche tout ce qui définit les axes, les 3 axes qui définissent l'humanité. On va en reparler évidemment en détail. Florian Laguens, est-ce que c'est une évolution ou une révolution, le numérique ? L'une ne va pas sans l'autre, dans la mesure où l'évolution devenant tellement profonde, tellement diffusée, tellement prégnante, qu'on se demande dans quelle mesure, en effet, on n'est pas dans un renversement d'époque. Je pense qu'il y a une forme de continuité, mais de continuité, pas sous le mode de la régularité, mais sous le mode de l'explosion, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, concrètement, au sens où, par rapport à la télévision ou à la radio, on est dans avant la connectivité dans une logique semblable, c'est-à-dire apporter un contenu d'information. Et c'est d'abord à cela qu'Internet a servi. Avec le téléphone, on était dans la logique de l'interaction. Maintenant, on combine les deux, en fait, information et communication. Et c'est ça qui devient, j'allais dire, toujours plus vite et toujours plus aussi en quantité. Donc je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de fondamentalement différent, mais enfin les proportions... Une accélération. Ce qu'il y a de différent, c'est peut-être qu'il y a quand même du coup une addiction, une profonde, et qu'on stimule pour qu'il y ait addiction. Oui, mais enfin, de notre côté, j'allais dire, le sens qui est le plus stimulé, c'est le sens de la vue. Et on a connu aussi des addictions aux jeux vidéo avant même qu'ils soient en réseau, ou à la télévision avant même qu'on puisse aller sur Internet. Donc c'est vrai que la vue est un sens étonnamment addictif. Stéphane Bloco, très rapidement, juste avant la pause de publicité. Oui, c'est une société hyper narcissique, en fait. Et nos jeunes sont sous le feu de tous ces projecteurs. Il y a en permanence des miroirs. La société écranique, c'est celle des miroirs. Ils se voient en permanence avec des caméras devant, derrière. L'ensemble de ces dispositifs vous filment et vous projettent votre propre image. C'est très complexe de construire son estime de soi quand on est sous le feu, comme ça, de ces miroirs multiples et de la projection de son image en permanence et à chaque instant. On se retrouve juste après cette pause de publicité pour parler des écrans avec nos invités sur le plateau d'Enquête d'Esprit. À tout de suite. De retour sur le plateau d'Enquête d'Esprit, nous parlons des écrans et particulièrement des dangers des écrans avec le père Jean-Baptiste Bienvenu, avec Stéphane Bloco et Florian Laguens, avec toujours Véronique Jacquier. Je voudrais qu'on présente ces chiffres qui sont évidemment très marquants. 60% des Français qui se disent incapables de se passer de leur téléphone durant une journée, 50% des Français, 70% des jeunes qui consultent leur téléphone toutes les 10 minutes. Stéphane Bloco, on commence par vous. On parle de phénomène d'addiction, mais quel en est le mécanisme réel ? Je vais ajouter un chiffre qui est assez spectaculaire aussi, c'est le 13-18 ans avec 40% du temps de veille passé devant les écrans. C'est vertigineux.
le mécanisme, il est à la fois gratifiant, parce que c'est le retour de l'autre, encore une fois, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, qui, à mon avis, est important. On a besoin de commenter. Je les appelle toujours, moi, la génération commentaire. Ils commentent tout et en permanence, même quand on ne leur demande rien. C'est ce que leur reprochent les enseignants, d'ailleurs. Ils leur disent souvent, ton commentaire, il est intéressant ou pas. Voilà, donc il y a un moment où on se sent obligé de commenter parce qu'on nous a donné les moyens de commenter. C'est très addictif d'avoir la parole, en fait, et une parole permanente. Donc on rejoint le narcissisme dont vous parliez Absolument. à l'instant. Père Bienvenu, quelles sont les conséquences finalement en termes d'anthropologie sur l'homme, sur la structuration du temps, de l'espace, de ces écrans ? Mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que les grands piliers qui nous définissent, l'espace, notre incarnation dans l'espace, le temps, la notion des relations, sont modifiés en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Il nous bouffe » pour partir de ce sentiment. Effectivement, on ne peut plus s'en passer et on voit bien qu'on a envie toujours plus de regarder les choses, de se connecter combien de fois par jour. La question, au fond, c'est de se dire comment est-ce qu'en face de ces gens qui construisent des systèmes intentionnellement pour modifier les dimensions qui constituent... Vous dites c'est pas une erreur, c'est fait pour. On sait bien, maintenant c'est quelque chose qu'on dit tous, qu'ils mettent tous leurs enfants dans des écoles sans écran. Donc ils ont bien conscience du système. Il y a tous ces reportages, il y en avait même eu sur Netflix récemment. Et donc la question c'est, nous en face, comment est-ce qu'on peut réagir ? Il faut réagir en construisant de manière volontaire notre environnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se dire « Oh là là, je passe trop de temps, je vais faire des efforts ». Non, réfléchissons ensemble à comment est-ce qu'on va reconstruire l'espace, comment est-ce qu'on va reconstruire le temps, comment est-ce qu'on va reconstruire la relation pour que les choses qui comptent vraiment pour nous soient préservées, soient protégées. Ça suppose désormais une démarche volontaire, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'est ça ? Exactement, une démarche volontaire et une démarche collective, par petites sociétés, communautés. Véronique Jacquet. Ça suppose surtout que les parents montrent l'exemple, non ? C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir une génération qui n'est pas connectée quand on a les parents en permanence sur leur téléphone avec les oreillettes, etc. Il y a ça, et il y a secondo, vous avez parlé qu'il existait maintenant des établissements où on bannit les écrans et les portables, mais concrètement, dans le quotidien, qu'est-ce qu'il faut commencer par mettre en place quand on a un enfant, justement, qui est super addict ? Stéphane Bloco, peut-être, je sais pas. réponse du Père Bienvenu après. C'est là où nos ouvrages sont certainement sur la même longueur d'onde. C'est que l'importance pour moi, c'est d'allumer des contre-feux. Le numérique, il va falloir mettre en place des contre-feux pour lutter, parce qu'il faut quelque chose qui pèse dans la balance. Quand vous avez un enfant qui est scotché derrière sa PlayStation et que vous allez lui dire « arrête et va lire un bon livre », vous avez peu de chances de gagner la bataille. Qu'est-ce que vous allez installer en termes de parentalité comme contre-feu ? C'est forcément pour vous un investissement temporel et économique. Ça va vous prendre du temps et ça va vous coûter de l'argent, l'activité que vous allez mettre en place. C'est la nounou la moins chère de l'heure. Il faut bien penser ça. Je voudrais qu'on n'arrive pas trop vite sur la partie éducative, justement, comment remédier finalement à ces dangers, parce que il y a quand même quelque chose d'intéressant, une question qui se pose en tout cas Florian Laguin, c'est est-ce que ces écrans, ce numérique, provoquent une sorte de formatage des cerveaux, à votre avis ? Si on y prend garde, sans doute, et comme il était dit tout à l'heure, aussi en fonction de l'âge auquel on expose les enfants, évidemment, plus on les expose jeunes, plus ce formatage peut être prononcé. Sans doute, il est beaucoup plus faible quand on est face à un écran à un âge plus avancé, plus réfléchi. Mais enfin, on est, qu'on le veuille ou non, marqué par ce que l'on voit. C'est vrai dans le cinéma, c'est vrai sur Internet, c'est vrai sous tous les modes. On est marqué par ce que l'on voit. Et c'est une illusion que de croire qu'on peut être imperméable à tout ce que l'on voit, tout ce qui nous arrive. Et c'est très vrai avec la question qu'on n'a pas abordée, mais que vous avez évoquée, celle de la pornographie, qui est une question extrêmement grave et qui manifeste de manière cruciale à quel point c'est une illusion que de faire croire que l'on peut voir quelque chose sans en être impacté. Donc la question c'est, soit on est formaté par l'outil, soit on formate nous-mêmes l'espace dans lequel on vit. Et ça, c'est possible. C'est tout simple. Moi, je dis par exemple, est-ce que vous ne décideriez pas de faire de votre chambre un lieu intentionnellement sans écran ? Je pense à tous les couples. Moi, j'ai des tonnes d'amis qui sont le soir, les deux, dans leur lit, sur leurs écrans. Il y a une pub récemment, je crois, de Bouygues Télécom qui montrait un mini chargeur, on charge le téléphone dans sa chambre, mais on ne peut plus s'en servir. Pour les couples, c'est rigolo de voir que Bouygues en fait un argument commercial au moment de la Saint-Valentin. Pour le temps, comment est-ce que je structure volontairement mon rapport aux notifications ? Je peux désactiver plein de notifications pour garder
une vision de mon temps qui est un temps long, un temps de continuité, pas un temps d'interruption perpétuelle, où ma concentration est toujours prise par des choses qui en fait n'importent peu. Il y a la question... Pardon, il y a la question aussi du silence et de l'intériorité qui est posée par ces écrans. On connaît cette phrase de Bernanos, le monde moderne, c'est une conspiration contre la vie intérieure. Mais finalement, est-ce que les écrans n'en sont pas l'instrument ? C'est aussi comme prêtre que j'ai écrit ce livre, évidemment. Et bien sûr, on ne peut pas poser la question à Jésus, qu'est-ce que tu ferais à notre place ? Parce qu'il n'a pas connu ce problème-là. En revanche, ce que j'ai contempler, c'est que le Seigneur nous apprend par son incarnation que être dans l'espace et vivre dans le temps, ce sont des choses essentielles pour devenir comme lui, pour l'imiter. Il y a un verbe qui revient beaucoup de fois dans l'Évangile, c'est demeurer. Avec les écrans, on sait plus ce que c'est demeurer. Il y a un deuxième verbe qui revient beaucoup, c'est veiller. Apprendre à reconnaître au milieu du temps qui passe ces instants rendez-vous qui sont des lieux où Dieu se donne, où Dieu nous donne quelque chose et où Dieu nous donne de faire un grand pas dans notre vie. Et avec les écrans, on n'a plus accès à ces verbes. Et du coup, on a besoin effectivement de revenir à contempler le Christ pour qu'il nous apprenne qu'est-ce que c'est être un être humain. Florian Lagarce. Je pensais à vous entendant à l'évangile qu'on a entendu il y a quelques semaines. Retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Si on veut avoir l'espoir que notre prière, porte du fruit, ça suppose une forme de silence. Enfin, c'est le récit d'Élie dans le livre des rois. Dieu, il se donne dans une forme de silence, d'intériorité. Et il y a un combat à mener contre un instinct un peu centrifuge qui nous porte sans cesse à l'extérieur de nous-mêmes. Et un des méfaits, si l'on peut dire, des technologies de communication, c'est qu'elles ont tendance à entretenir cet instinct un peu fondamental de l'homme que d'être à l'extérieur de lui-même. Parce que parfois, ce qu'il y a à voir en soi n'est pas très reluisant ou pas très agréable. Et ça, c'est un enjeu majeur. Dans quelle mesure revenons-nous à l'intérieur ? Le poète du 19e siècle, Hölderlin, disait « Si riches soyons-nous, ce qui nous appauvrit, c'est notre impuissance à être seuls. » Et je crois que là, il y a un enseignement à tirer. Stéphane Bloco, vous parlez même de schizophrénie digitale. Oui, à partir du moment où on peut se perdre dans les multiples personnalités qu'on va incarner. Et puis pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut réapprendre l'ennui, c'est-à-dire la valeur de l'ennui. J'ai un collègue qui s'appelle Renaud Etier, on travaille beaucoup ensemble sur cette question. On n'a plus le modèle ou la modélisation parentale de l'ennui. Il faut être en permanence en hyperactivité. Alors ça me va bien puisque c'est un peu mon problème, mais... Votre problème à tous. Voilà, mais c'est à mon avis compliqué pour le jeune de ne pas savoir. Regardez, les gens dans un abribus, ils n'attendent plus. Ils vont forcément sortir n'importe quelle petite application, consulter des mails, regarder l'info. On ne peut plus avoir ce temps de contemplation parce que le numérique envahit tous les espaces vides. Véronique Jacquier. Comment lutter quand on est parent face à son enfant qui dit « moi je veux un téléphone portable ou je veux tel écran parce que tous mes copains l'ont ». Enfin, comment on peut prodiguer une éducation dans ce contexte-là qui est maintenant très communautaire pour les jeunes ? Je ne suis pas sûr qu'il faille lutter. Je pense qu'il faut gagner du temps. C'est ce que j'ai dit en introduction. Ce qui me pose question, c'est vraiment la précocité de l'accès. Donc de toute façon, ils l'auront. Prenez aujourd'hui des jeunes de 4e, faites un lever de main avec 150 jeunes de 4e. Je vous dis que j'arrive de conférences pédagogiques où j'ai devant moi 150, 200 jeunes de 4e. Très rares sont ceux qui ne lèvent pas la main. Donc ils l'auront. L'âge auquel ils l'auront va certainement conditionner les phases d'addiction dont on a discuté tout à l'heure. Donc je pense que résister jusqu'au lycée, notamment à l'arrivée de ce téléphone portable, c'est un premier point important. Et puis, il y a c'est un peu la ligne Maginot aussi, votre histoire. Peut-être un peu, parce que la question aujourd'hui de la maturation de cette instantanéité, elle est intéressante. J'ai longtemps écrit sur l'idée de ne pas proposer et j'ai même proposé de légiférer. J'ai été auditionné par le Conseil à la santé publique et on nous demandait une mesure forte, une mesure éducative forte. L'idée serait simplement, pourquoi pas, de ne pas proposer ou d'interdire ces forfaits 4G, 5G, data sur les téléphones portables des collégiens. Il ne s'agit pas d'interdire le téléphone portable aux collégiens, il s'agit simplement de les empêcher d'avoir cette instantanéité qui consiste, sans filtre, à publier ce qu'ils voient en permanence. C'est à mon avis quelque chose auquel on pourrait repenser sur le plan, en tout cas, de la légalité. Florian Lagarce.
c'est peut-être paradoxal parce que, si vous me permettez, je suis aussi d'une génération un peu en dessous de la vôtre, et c'est moi qui serais encore plus, j'allais dire... Légèrement, on va dire. Oui, légèrement. Dans un combat plus brutal encore, moi qui étais enseignant au collège et au lycée, je pense qu'on peut tout à fait oser, en tant que parent, avoir une parole de contradiction qui soit à la fois un témoignage pour dire à nos enfants non. Et le but, c'est pas d'être à la mode, comme vous le dites. Évidemment, il y a un âge où ça finira par arriver, la question du téléphone. Mais enfin, on peut aussi oser dire non, à condition de proposer quelque chose d'alternatif. C'est-à-dire, le but, c'est pas interdire. Le but, c'est montrer qu'il y a des possibilités pour entrer en relation, y compris dans le cercle familial. Parce que l'enjeu, c'est pas juste les amis, les copains, c'est quelles relations on entretient en famille, quelles activités on développe en famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, qui machinalement nous donne moins envie d'être sur les écrans et sur le téléphone portable. S'il n'y a rien à proposer, évidemment qu'on s'y réfugie. Père, bienvenue, et puis après on parle du Padre Blog. Et du coup, on revient à la question de la cohérence. Nous, ce qui nous a marqué à la paroisse, on a organisé un événement avec beaucoup de jeunes et beaucoup de parents. On a séparé parents et enfants, on les a fait réfléchir. Et en fait, la remarque qui revenait à la part des jeunes, c'est « Ok, mais nos parents, en fait, ne le font pas ». Et c'est vrai que les gens de ma génération, de notre génération, Florent, sont vraiment très peu cohérents en réalité, et eux-mêmes très addicts aux réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que dans le bouquin, je fais réfléchir tout le monde à la question du conseil de famille. Il faut sortir de la question intergénérationnelle. En fait, elle est plus vraiment la question, puisqu'on est tous pris dedans. Par contre, réfléchissons ensemble à ce que nous voulons. Et les enfants ont des choses à nous dire, les ados ont des choses à nous dire sur les jeux de société, sur les temps qu'ils ont envie de passer avec nous. Donc effectivement, on va construire quelque chose, et ça sera ensemble. Alors, les prêtres aussi ont réfléchi à cette question et ont même pris le mors aux dents. Vous allez le voir dans ce reportage de Sybille Delettre et de Solène Boulan, avec l'exemple du Padre Blog. Le père Jean-Baptiste est prêtre dans cette paroisse du nord-ouest de Paris. Mais ce matin, il ne célèbre pas la messe. Et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Il enregistre la prochaine publication du blog qu'il anime avec 3 autres prêtres. J'ai vu une occasion en fait de réfléchir avec d'autres prêtres, de réfléchir aux enjeux de l'actualité, de donner aussi de la matière à réflexion. Le Padre Blog est un site, une page Facebook, Twitter et une chaîne YouTube. C'est vendredi, nous fêtons la solennité du cœur sacré de Jésus. C'est une grande joie. L'aventure a débuté en 2007. L'idée portait la voix de plusieurs prêtres sur l'actualité et proposer une parole chrétienne hors du cadre habituel de l'Église. Les gens viennent chercher des réponses à leurs questions existentielles sur Internet. Et donc du coup, nous comme prêtres, il me semble que nous avons aussi notre place pour oser une parole qui ne soit pas une parole institutionnelle, mais une parole un peu libre, un peu spontanée. Et pour le choix des sujets et la manière de les traiter, les padres fonctionnent en équipe. Enfin, on est en contact quasiment tous les jours et on se dit tiens, je ferais bien un podcast là-dessus, tiens, je ferais bien un article sur cela. Et ça se fait de façon assez spontanée. C'est vraiment d'abord une aventure commune de prêtres qui s'entendent bien. Et ça marche. Le Padre Blog, c'est plus de 30 000 abonnés sur Facebook, plus de 10 000 sur Instagram. Un auditeur sur 2 vit à la campagne ou dans une petite ville. Les padres sont donc une présence dans des lieux où l'Église a du mal à être représentée. Père, bienvenue. Donc, vous êtes le coordinateur de ce Padre Blog. Est-ce que vous arrivez à décrocher vous-même ? Ce qui est intéressant dans ce reportage que je découvre à l'instant, c'est de voir qu'on a cherché à inventer une culture justement par rapport aux écrans. C'est-à-dire, c'est pas moi seul devant l'outil, c'est ensemble, on réfléchit. On est un groupe d'amis, on s'apprécie, on s'estime, on s'engueule, on se bat, on discute. Mais ça nous permet de nous rapporter à la question de l'écran, à la question des outils, à la question des réseaux, d'une manière qui soit construite. Et donc, oui, on décroche. Alors, c'est sûr que ça prend du temps, c'est un travail. Mais en fait, on n'y va pas comme on se noie dans une piscine. On y va en ayant construit une embarcation et on y va avec une intention et quelque chose qui est fait, qui est construit, qui est structuré. Florian Laguens, est-ce qu'on peut éduquer véritablement au numérique, à votre avis ? Bien sûr, bien sûr. Vous imaginez si on ne pouvait pas éduquer au numérique, enfin le drame des parents. Mais précisément pour boucler sur ce que vous venez de dire, mon père, et sur ce qu'on a dit précédemment, c'est une responsabilité de chaque parent de se demander comment lui-même gère les outils numériques. Et puis une responsabilité de chaque laïc aussi de s'interroger sur comment on investit ce que le pape François appelle le territoire numérique.
Parce que l'enjeu d'une telle initiative qui est prodigieuse, c'est qu'elle encourage aussi des laïcs à porter la parole de Dieu. Parce que souvent, le défaut des laïcs, c'est de s'abriter derrière les prêtres, qui sont ceux-là même qui ont donné leur vie aussi pour l'annonce de l'Évangile. Mais enfin, c'est aussi une mission de tout baptiser, d'annoncer l'Évangile, y compris sur Internet. Alors Véronique, je voudrais que vous nous parliez aussi de cet exemple assez récent, puisqu'il a été promu par l'Église. Il s'agit de Carlo Acutis, ce jeune qui s'est servi justement du numérique pour l'évangélisation d'une manière extrêmement moderne. Oui, on l'appelait le geek de Dieu, Carlos Acutis. Il est décédé en 2006 d'une leucémie foudroyante, mais il a eu une vie extrêmement intense. Il était non seulement... Alors c'était en 2006 qu'il est décédé, donc ça en fait quelqu'un d'extrêmement moderne. Il a connu, il était féru d'informatique. Il aidait d'ailleurs sa paroisse, il aidait les personnes âgées, il faisait beaucoup de bénévolat. Et il était aussi féru de sites internet. C'était quelqu'un d'extrêmement connecté. Il a donc créé un site consacré au miracle eucharistique qui fait toujours autorité, avec une exposition sur les miracles eucharistiques qui circulent actuellement dans le monde. Il est décédé, donc il n'avait que 15 ans, mais il a eu ces mots: « Je suis content de mourir car j'ai vécu ma vie en pensant toujours à plaire à Dieu », donc extrêmement connecté à Dieu, mais aux hommes, féru d'informatique, mais ça ne l'empêchait pas de dire le chapelet tous les jours et d'aller à la messe tous les jours. Il a été béatifié le 10 octobre 2020 à Assise en Italie. C'est le premier bienheureux finalement ultra connecté, et ce sera peut-être un futur saint qui aura connu le portable, les sites internet et le virtuel plein pot, comme on dit. Père Bienvenu, est-ce que l'exemple de Carlo Acutis montre aussi que pour se libérer des écrans, puisque c'est cela dont nous discutons aujourd'hui, pour cela il faut avoir un appui en dehors de notre vie, et donc peut-être dans le spirituel, en Dieu? Plutôt le fait que quand on est en contact avec Dieu, on est en contact avec autre chose, justement. Et donc oui, c'est une aide. Après, ceux qui n'ont pas la foi, je pense, peuvent aussi trouver des manières de mettre les écrans à leur place et de libérer de l'espace, de libérer du temps. Mais c'est vrai que la vie intérieure, la vie de prière, la vie de relation avec le Christ nous pousse à aller vers cet inconfort, à aller vers ce tout autre. Parce que les écrans, c'est le tout moi, le tout pareil, le tout narcissique. Alors qu'aller vers Dieu, c'est aller vers celui qui est infiniment différent de moi, celui qui est complètement autre. Et donc c'est une aventure qui est bien plus exaltante en réalité. C'est-à-dire que Carlos Acutis a su s'en servir comme un outil, mais il ne s'est pas laissé manger. Au contraire, il a pleinement exposé son humanité au service des autres. D'ailleurs, il a mis finalement aussi toutes ses compétences informatiques et sur les réseaux sociaux au service des autres. Ça, finalement, est-ce que ce n'est pas le plus bel aboutissement de l'histoire des écrans et des réseaux sociaux que de le mettre pleinement au service des autres? Non ? Stéphane Bloco. Oui. Oui, à partir du moment où c'est encadré. Et la véritable problématique et le défi, puisque je parle de défi de la parentalité numérique aujourd'hui, c'est que justement, on parlait de ceux qui n'ont pas la foi et qui doivent encadrer. C'est compliqué d'encadrer. Et c'est un investissement du quotidien. Et en même temps, ça demande à poser des limites. Le principe de l'Internet, c'est qu'il est illimité. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'il est présenté. Vous allez voir un informaticien, la première chose qu'il va vous dire, c'est « il n'y a pas de problème, on peut faire ». Donc il n'y a pas de limite avec le numérique. Ou en tout cas, il est présenté ou il est, j'allais dire, sacralisé presque comme tel. Alors l'idée justement, c'est que le parent, c'est lui qui est là pour poser des limites. Comme dans l'établissement scolaire, c'est l'enseignant qui est là pour poser des limites. Je pense aux frontières entre la vie privée et la vie publique, notamment. Ça, c'est un vrai sujet, un vrai danger. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai que... C'est quelque chose de fondamental. Moi, je viens encore d'entendre des jeunes qui me disent naïvement « j'ai publié en privé ». Je les regarde d'une manière consternée en leur disant « Tu sais ce que ça veut dire, publier ? Tu as porté à la connaissance du public en privé. » Tu vois pas qu'il y a un problème dans ta phrase? Alors, évidemment, en privé, ils le vivent parce qu'il est sous la protection d'un petit verrou numérique, ce fameux mot de passe. Mais quand tout ça disparaît, s'efface pour une raison, un accident ou un piratage, ils se retrouvent à publier quelque chose de fortement intime. Et aujourd'hui, on va dire que quasiment dans 9 cas sur 10, quand il y a un harcèlement, c'est que la personne s'est mise en danger elle-même en publiant une photo qui n'aurait jamais dû être là sur un espace qu'elle pensait protéger. Florian Laguens. Le mot qui me vient en vous entendant, c'est le mot de rencontre. Je crois que ce à quoi on aspire, c'est toujours à une forme de rencontre. Alors on se livre en espérant que l'autre se livrera pour rentrer en relation avec lui. Peut-être qu'un enjeu de ces discussions, c'est de promouvoir une forme de culture de la rencontre qui
engage une relation personnelle d'ami à ami, de parent à enfant, dans le couple aussi, on en a peu parlé mais c'est un enjeu majeur, dans le couple, qui nécessairement, comme par vase communicant, nous donnera moins envie d'exposer en espérant qu'une main se tendra pour venir vers nous, quoi. Père Bienvenu, vous êtes d'accord avec ça? Complètement, et puis c'est la question d'une rencontre qui vienne nourrir en profondeur. Et on sent bien que si on arrive à leur transmettre cette expérience que c'est tellement plus gratifiant en profondeur, c'est tellement nourrissant d'être en lien véritable avec les autres, de trouver des mots pour se dire et une oreille pour vraiment écouter ce qu'ils sont rarement capables de faire. Moi, je suis très marqué de voir ces jeunes qui, en fait, n'ont rien à dire d'eux-mêmes. Ils s'exposent, ils se dénudent, on a toutes ces histoires de harcèlement, mais ils n'ont rien à dire. Et ils ne savent pas écouter, ils n'ont pas d'oreille, ils n'ont pas fait encore cette expérience, que c'est si gratifiant de connaître quelqu'un. Et donc c'est toute cette pédagogie, toute cette éducation à la relation dont vous parliez tous les deux. Est-ce que c'est possible? La question se pose, parce que on a l'impression que c'est la mer qui monte et que rien ne pourra l'endiguer, ou alors retarder, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure. C'est évidemment possible, il faut faire des expériences qui sont correctrices, qui vont être émotionnelles. Il faut, quand on les emmène en retraite, leur dire on éteint les téléphones, vous les déposez dans une corbeille, on vous les rend 1 heure par jour pour faire vos flammes sur Snap. Et voilà. Et ils font l'expérience. Moi, je les ai vus, toute une bande de secondes, passer des heures à des jeux de société, des heures à se parler. Et tout d'un coup, quand on leur rendait leur téléphone, ils étaient tous en silence les uns à côté des autres. Et on leur en parlait après. Alors ils disaient oui, c'est vrai, vous avez raison. Et là, on est en train de goûter quelque chose qui est bon. Il faut leur faire goûter. Stéphane Bloco. Il faut accompagner les parents. On dit souvent qu'il faut éduquer les enfants. En l'occurrence, là, c'est l'éducation des parents qui pose question. Il y a très peu, finalement, d'encadrement ou même de grands programmes nationaux ou de spots télévisés pour on va vous prévenir des images violentes, mais on ne va pas vous expliquer comment accompagner les enfants quand ils ont vu. C'est-à-dire où sont les dispositifs qui, justement, autres que le tissu associatif, il existe, il est prégnant, il est là, il travaille sur le terrain, mais c'est lui qui fait tenir cette éducation au numérique, alors que d'ailleurs, on se trompe de mots, on devrait éduquer au virtuel. Ce n'est pas la même chose. Le numérique, ce sont les technologies. Le virtuel, c'est quelque chose de beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus vaste et qui revêt justement une condition anthropologique et une pensée philosophique, spirituelle, telle que présente sur le plateau. Il nous reste 30 secondes, très rapidement. Alors moi, je vais finir en disant qu'il faut, pour aller dans ce sens-là, déconstruire la totalité des outils. C'est-à-dire se racheter un réveil, se racheter un appareil photo, déconstruire cette totalité voilà, de l'outil pour se donner des moyens concrets de vivre sans les écrans tout le temps. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Père Bienvenu, Il nous bouffe, un guide très pratique et spirituel pour nous libérer des écrans, chez Artege. Stéphane Bloco, le biberon numérique, chez Artege également. Merci à Florian Laguens, merci à Véronique Jacquet, aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission. La semaine prochaine, nous reviendrons en détail sur le bilan du voyage du pape François en Irak. Très bonne journée à tous.